Un petit projet de microcontrôleur, contrôle de solénoïde, affichage à cristal liquide, pourquoi pas? Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électronique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels, sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Ces derniers temps, j'ai fait le démontage d'un générateur radiofréquence qui était devenu irréparable. Et oui, ça me fait mal en dedans de faire cela, de démonter un générateur radiofréquence, mais il était devenu prohibitif de le réparer de toute façon. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pu récupérer beaucoup de pièces RF, coupleurs directionnels, oscillateurs, mélangeurs, diviseurs résistifs, détecteurs et bien d'autres petits bidules réutilisables avec des connecteurs SMA dessus. Mais la pièce de résistance est sans contredit cet atténuateur radiofréquence HP Agilent 33322H. C'est un atténuateur programmable de 0 à 110 décibels par saut de 10 décibels. Et il est caractérisé jusqu'à 18 GHz. C'est donc un atténuateur de précision qui va dans les micro-ondes. C'est une excellente pièce. Bien que celui-ci date du milieu des années 80, le même modèle est toujours vendu par Keysight, Agilent, maintenant Keysight. Je n'ose pas imaginer à combien il se vend à l'état neuf aujourd'hui. Mais ce type d'atténuateur de cette série de seconde main se vend plus de 150 $ sur eBay. Le seul hic avec ce genre d'atténuateur, c'est qu'il n'y a pas de bouton manuel de sélection de l'atténuation dessus. Okay? Que du contrôle de façon électrique via des solénoïdes à l'interne. Il y a un connecteur d'interface à cet effet, juste ici à l'avant, mais c'est ici que ce projet de microcontrôleur prend forme. Grâce à un simple petit programme informatique sur un microcontrôleur, il sera possible d'en faire le contrôle. Je concède que peu de vous voudrez contrôler un tel atténuateur et donc reproduire ce projet tel quel. Mais la raison pour laquelle je vous présente les détails de ce projet est pour vous motiver à développer un projet de microcontrôleur qui répondrait à un besoin de contrôle électronique que vous pourriez avoir, vous, de votre côté. Voyez donc le chemin que je vais parcourir dans cette courte série de vidéos, plus comme la démarche que pour le résultat final. Mais vous ramasserez probablement quelques petites idées d'électronique au passage, comme l'alimentation de relais, le contrôle d'un affichage LCD et l'interface à un PC, par exemple. Regardons tout de suite comment fonctionne cet atténuateur au niveau du contrôle interne. Ça nous permettra ensuite de faire la liste des besoins à rencontrer dans le projet. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur notre atténuateur en termes de ports? Puis on a les deux ports radiofréquence. Entrée-sortie, ça n'a pas d'importance, c'est un circuit passif qui est symétrique. Donc, on peut passer l'atténuateur d'un sens ou d'un autre, pas de problème. Et en plus, bien, il y a un port de contrôle ici à multiples broches. Il y a au moins 8 broches et 9, 10 broches sur le connecteur. Alors, à quoi servent ces broches? On le regarde tout de suite. Alors ça, c'est un dessin très simplifié de l'intérieur de l'atténuateur. Et je me suis concentré que sur les deux premiers étages d'atténuation parce qu'il y a 4 étages au total. 10 décibels, 20 décibels et 2 étages de 40 décibels pour un total de 110 décibels qu'on va insérer ou retirer pour faire entre 0 et 110 décibels par saut de 10 décibels, tout simplement. Alors ici, comment est-ce que ça fonctionne? Bien, on contrôle les atténuations, l'insertion ou le retrait par des solénoïdes. Il y a 2 solénoïdes par banque d'atténuation. Qu'est-ce que c'est un solénoïde? C'est un électroaimant avec une tige, un plongeur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une tige qui crée un mouvement linéaire avec l'application du signal électrique sur l'enroulement du solénoïde. OK? Il faut voir ça un peu, l'enroulement est très similaire à l'enroulement d'un relais électromécanique. Donc, on a 2 solénoïdes pour chaque atténuateur. Un solénoïde va insérer l'atténuation et l'autre solénoïde va retirer l'atténuation. Okay? Donc, au total, on a 8 signaux qu'on devra contrôler. Bon, 2 petites choses à comprendre aussi.
c'est que lorsqu'on applique le signal sur le solénoïde, il y a aussi un circuit interne qui fait que lorsque le commutateur s'est déplacé et a terminé son mouvement, le courant cesse de circuler dans la bobine du solénoïde. Alors, il y a des commutateurs. Alors, c'est très court comme impulsion. C'est une fraction de seconde pour enclencher ou retirer. D'accord? Alors, le courant n'est pas consommé, même si on maintenait une tension ici sur le solénoïde, ça ne tire pas du courant. Ça ne tire du courant qu'une courte fraction de seconde, le temps que le mouvement du commutateur se fasse. Okay? L'autre chose aussi qu'il va falloir s'assurer qu'on fait comme il faut, c'est que lorsqu'on ajoute de l'atténuation, par exemple, on est à 30 décibels, donc on aurait 7 étages-ci et 7 étages-ci d'enclenché, et on veut passer, disons, à 40 décibels. On ne va pas d'abord enlever ces deux atténuations-là pour ensuite enclencher le 40. On va d'abord mettre le 40 et ensuite on va retirer les deux autres. Pourquoi? Pour éviter de générer un signal radiofréquence soudainement très fort, puisque ça pourrait endommager le circuit sur lequel notre atténuateur est connecté. Donc, on insère l'atténuation d'abord et on retire celle qu'on ne veut plus ensuite, pour toujours s'assurer de ne pas causer des puissances transitoires fortes, okay, à la sortie de l'atténuateur. Petit détail, mais quand même, c'est important. Ça peut surcharger un circuit, par exemple, un récepteur radio très sensible. Okay? Alors, rappelez-vous de ça. On va dans notre code de logiciel, on va prendre ça en ligne de compte. Alors voilà, il y a 4 banques, comme je vous expliquais, donc 8 signaux à contrôler. Alors, aussi, il faut mentionner, l'atténuateur fonctionne sur 24 volts. On doit donc lui fournir 24 volts et appliquer la masse, okay, donc un court-circuit vers la masse, sur l'enroulement qu'on veut opérer ou actionner. D'accord? OK, alors maintenant, je vais vous montrer sur tableau blanc les besoins qu'on a à rencontrer pour pouvoir faire fonctionner notre atténuateur. Alors d'abord, je viens de vous le mentionner, on aura besoin d'une alimentation de 24 volts. J'ai dit 500 mA. Je vous avoue ne pas avoir mesuré le courant, mais il ne semble pas que ça soit beaucoup. À 24 volts, c'est quand même beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de puissance. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de courant pour faire notre mouvement mécanique. Donc, 500 mA devrait être plus que suffisant, même compte tenu qu'on va opérer les solénoïdes un à la fois. Okay? Maintenant, je vous ai mentionné qu'on avait 8 contrôles de solénoïdes. Ce sont des contrôles intermittents qu'on devra faire opérer, mais c'est intermittent. Donc, ce n'est pas nécessaire de maintenir longtemps l'alimentation sur les solénoïdes. On voudra mettre 2 boutons sur l'atténuateur. Un bouton pour augmenter l'atténuation et un bouton pour la diminuer. Bouton rotatif, ça devient pas mal compliqué puisqu'il faudrait soit utiliser un encodeur ou un bouton à 11 ou 12 positions et bien beaucoup de fils pour pouvoir actionner ça. Donc, c'est trop compliqué pour rien. C'est simple d'avoir un bouton pression, bouton poussoir pour monter et un bouton poussoir pour diminuer. Il y aura un microcontrôleur, vous devinez bien. Alors, on voudra aussi en faire un contrôle par PC, probablement par USB conversion série. Alors ça, c'est... je crois que ça serait intéressant de pouvoir contrôler à distance notre atténuateur si on fait un montage contrôlé par ordi. Okay? Alors, c'est un besoin. Avec un microcontrôleur aujourd'hui, ce n'est pas très difficile à faire. Ensuite, on voudra mettre un affichage parce que si on ne fait pas le contrôle par PC, on n'aura aucune idée de qu'est-ce que notre atténuation est. Donc, en mettant un petit affichage contrôlé par un port série de données, donc quelques fils, 3 ou 4 broches maximum, un petit affichage qui indiquera en décibels l'atténuation, la position de l'atténuation. En tout temps, évidemment, lorsqu'on monte et on descend avec nos 2 boutons, la valeur va changer. On aura donc besoin d'un microcontrôleur. Je crois que c'est assez évident. Étant donné que les combinaisons d'atténuation nécessitent un peu d'intelligence, sinon il aurait fallu de la logique câblée ou en tout cas un commutateur très complexe. Donc c'est préférable de mettre un microcontrôleur dans ce cas-ci. Au prix que ça coûte aujourd'hui, 1$, 2$, microcontrôleur 32 bits, on ne se casse pas la tête. D'accord? Et un fait à se rappeler, c'est qu'il faudra sauvegarder l'atténuation en mémoire, de sorte que lorsqu'on éteint l'atténuateur, on le déconnecte et on remet l'alimentation plus tard,
l'atténuation précédente sera considérée par le microcontrôleur. La raison pourquoi, c'est que ce sont des relais qui se verrouillent sur l'atténuateur. Je ne vous l'ai pas mentionné tantôt, j'aurais dû le dire, mais ce sont ce qu'on appelle des latching solenoids. Ça veut dire que lorsque vous avez fait un transfert, par exemple, vous embarquez une atténuation, disons 20 décibels, mais même si vous retirez l'alimentation, ça va rester à 20 décibels. Donc, vous devinez que si on a mis, je ne sais pas moi, 70 décibels et qu'on éteint l'appareil, on le débranche, on le met dans son tiroir, et 6 mois plus tard, on le ressort, on n'a aucune idée à quelle atténuation il est mis. Et c'est verrouillé en place. Donc, il faut que notre microcontrôleur ait sauvegardé la valeur de sorte que lorsqu'on va l'alimenter à nouveau, on va indiquer 70 décibels. On va savoir à quelle atténuation l'atténuateur était lorsqu'on l'a éteint. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on doit sauvegarder l'atténuation en mémoire. OK, alors ça, ce sont les critères principaux. Il y en aura d'autres, bien sûr, là. Mais avec ça, on peut regarder différentes possibilités pour rencontrer ces besoins-là. Alors, il y a plusieurs façons avec lesquelles on pourrait répondre à ces besoins, mais il faut penser utiliser des choses avec lesquelles on est confortable, des choses qu'on connaît déjà dans un projet pour se simplifier la vie. Parfois, on a le temps de découvrir des nouvelles technologies et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, je vais utiliser des produits, des puces que j'ai déjà utilisées dans le passé. En commençant par le microcontrôleur, le STM32 Mini, cette petite plaquette que je vous montre ici. Petite plaquette, pas plus grosse qu'une puce DIP de 40 broches. OK, alors ça fonctionne très bien. Un microprocesseur de 32 bits, tralala, de la mémoire flash, et ainsi de suite. Facilement programmable dans l'environnement Arduino IDE. Donc, j'ai choisi ceci. Oh, beaucoup de broches d'entrée et sortie, ce qui est assez important aussi, puisqu'on a quand même pas mal de signaux à contrôler. Alors, j'ai choisi le STM32 Mini, ça coûte 2,50 $. Je ne me mettrai pas à la rue avec ça. La grosseur n'est pas vraiment un critère dans ce cas-ci, parce que l'atténuateur est quand même assez gros et on pourra mettre une plaque par-dessus avec les différents éléments sans problème. Si j'avais été vraiment forcé d'aller beaucoup plus petit, j'aurais pu prendre un microcontrôleur PIC, par exemple, qui est plus petit pour faire cela. Mais là, il aurait fallu que je vérifie que j'ai assez de broches d'entrée et sortie. Okay? Avec le STM32, c'est pas un problème. Donc, c'est un peu le cœur de la machine. Dans ce cas-ci, il y aura du logiciel qui va rouler, en C, bien sûr, auquel je vais lui adjoindre un petit affichage à cristal liquide que je vais trouver, que je vais me procurer sur eBay. Ça ne vaut pas cher, 2 $, je crois, quelque chose comme ça, pour un affichage à 16 ou 32 caractères. Ce sont des affichages numériques, donc il n'y a pas vraiment possibilité d'écrire beaucoup de lettres, sinon ce qu'on peut faire avec les fameux 7 segments, là. Mais c'est vraiment pas cher, puis c'est tout petit. Je ne veux pas qu'il soit gros, évidemment, vous avez vu la grosseur de l'atténuateur. Donc, on aura 3 signaux pour contrôler ça probablement, là, si c'est un type SPI ou très standard, là, données, horloge et puis on voit du verrouillage ou si vous voulez le chip select ou en tout cas donc, le troisième signal de contrôle là, qui doit être activé pour que les données soient transférées. Alors, pour ce qui est du contrôle de l'atténuateur, il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu prendre un DRV8860 par exemple, qui est une puce qui est par contrôle série qui nécessite 4 signaux plus les alimentations. Et j'aurais pu développer un protocole en C. La puce n'est pas donnée par exemple, c'est plusieurs dollars, je crois que c'est 7 ou 8 $ juste pour cette puce-là. Et là, j'aurais pu contrôler par quelques signaux, 4, la sortie vers l'atténuateur qui lui nécessite des transistors protégés puisque ce sont des relais. L'équivalent des relais, ce sont des bobines à énergiser. Donc, on ne peut pas simplement brancher le STM32 Mini sur l'atténuateur. On a 24 volts d'utiliser sur l'atténuateur. Donc, il prend une puce d'interface et le DRV8860 aurait pu être une possibilité. Mais bien honnêtement, j'ai regardé dans ma boîte de surplus et j'avais des ULN 2803 qui sont des puces assez merveilleuses, très simples aussi. C'est 8 étages. Tiens, c'est-tu drôle? On a 8 signaux à contrôler, ça tombe bien. 8 étages de transistors
protégés avec des diodes et qui sont à collecteur ouvert. Donc, on peut travailler avec des tensions, je crois que c'est jusqu'à 30 volts du côté puissance et du côté contrôle, des petits signaux très standards venant d'un microcontrôleur sont exactement ce qu'il faut pour faire fonctionner le ULN2803. Protection, je vous l'ai mentionné, protection, les diodes de protection qu'on met normalement sur des enroulements, sur des bobines comme ça de solénoïdes ou de relais intégrés dans la puce. Donc ça simplifie beaucoup la solution. Et on a besoin d'amener les 8 signaux. Et donc il y aura 8 signaux de sortie, 8 signaux d'entrée et l'alimentation de 24 volts. Alors ça, c'est la solution que j'ai choisie. C'est simple. Parce que de toute façon, j'aurai besoin des alimentations. C'est une puce, le DRV8860 est une puce active qui a besoin de plus 3.3 ou plus 5. Et ensuite la masse. Et ensuite, le 24 volts qui va jusqu'au diode de protection à l'intérieur de la puce. Et les 4 signaux. Finalement, quand on se met à compter, on se dit, un ULN2803 va faire l'affaire. Et finalement, je vais intégrer un convertisseur CC-CC, donc 5 volts à 24 volts, que j'ai déjà commandé sur eBay. C'est pas une grosse plaquette, hein? C'est vraiment pas gros et ça fera le travail. Ça va loger sur le dessus de l'autre plaquette. On ne construit pas un convertisseur de ce genre-là lorsqu'on n'a pas besoin de l'intégrer sur une plaquette qu'on se crée nous-mêmes, sur un circuit imprimé. Dans ce cas-ci, on achète le petit contrôleur déjà tout fait. Entrée, sortie, il y a un petit ajustement, un potentiomètre d'ajustement de tension. On va le mettre à 24 volts et le tour est joué. Alors ça, c'est pas mal à quoi va ressembler. J'ai oublié de mentionner les 2 boutons poussoirs pour monter et descendre l'atténuation. Alors ça, c'est deux autres signaux additionnels. Alors, en tout et partout, si on inclut aussi le contrôle par port série, qui sont 2 autres broches, on voit qu'un petit microcontrôleur PIC aurait peut-être pas fait l'affaire. Il aurait fallu prendre quelque chose de assez gros comme microcontrôleur. Et finalement, le STM32 va faire amplement l'affaire, puisque on ne manque pas de signaux d'entrée et sortie. Alors voilà, ça, c'est la solution que je propose. Alors voilà, on s'arrête ici pour cette première vidéo de cette courte série. Dans la prochaine vidéo, je vais construire le circuit sur plaquette prototype sans soudure et faire les premiers essais de contrôle d'atténuateur. Mes premiers essais se feront sans l'affichage LCD. Question de ne pas rendre le codicé trop compliqué au départ. De toute façon, je n'ai pas encore reçu l'affichage par la poste. Alors, on se garde le LCD pour la fin. Vous avez apprécié cette vidéo? Bien, n'hésitez pas à voter un pouce vers le haut, c'est toujours apprécié. Merci de me suivre et de me supporter. Et à la prochaine!